Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde ? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Stéphane Bertin, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui pour Où va le monde, on va parler mise en scène, mise en société, théâtre. Pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter à nos auditeurs. Donc je suis un ancien technicien de l'ORTF qui a eu l'avantage de pouvoir rentrer très jeune à un moment où l'ORTF n'existait même pas pratiquement. C'était la radio-télévision française. Et j'y suis rentré pour voir un peu, parce que j'avais cette envie depuis mon très jeune âge. C'est une époque où il y avait très peu de postes de télévision et on regardait la télévision, vous n'avez pas connu ça, mais on regardait la télévision chez les marchands d'électroménager et de postes de télévision sur le trottoir, dans les vitrines. Voilà, et on regardait. Et moi, à 10 ans, 11 ans, je regardais et je me disais... Putain, je voudrais bien faire ça, c'est ce que je voudrais faire. Et en plus, à l'époque, c'était un programme qui passait en permanence à longueur de journée. L'antenne ne commençait qu'à 18h30 ou 19h et se terminait à 22h. Donc, ça faisait du monde dans les rues, alors. Comment ? Ça faisait du monde dans les rues, alors. Ah, il y avait certaines choses, oui. Et les gens regardaient, étaient fascinés de cette image noir et blanc, subitement. Et mon envie est née de là. Et quand j'ai eu la possibilité, en étant avec quelques années de plus, et une époque où on pouvait rentrer à la télévision, il n'y avait pas des gardes et des sbires à la porte. J'ai été à Cognac-Jay, je connaissais le nom, je m'étais débrouillé pour avoir le nom de la personne qui s'occupait des assistants et des scripts. Et j'ai dit, je viens voir Madame Mantel, on m'a dit 7e étage. Je suis monté au 7e, j'ai frappé à la porte. J'ai dit bonjour madame. Une époque sans crainte alors. Ah oui, c'était le côté merveilleux. Et on rentrait à Cognac comme ça. Et c'était un mois de juin. Je venais de finir en bac. Et elle m'a dit, ah bah écoutez, ça tombe bien. Le mois de juillet, c'est dans quelques jours. J'ai peu d'assistants et tout. Si vous voulez, je vous envoie comme stagiaire sur une dramatique au but de Chaumont. Et j'ai dit bien sûr tout de suite. Et une demi-heure après, j'étais dans le métro pour aller au but de Chaumont. Et puis j'ai eu un coup de bol fabuleux. La personne à qui on m'a envoyé, qui était le réal de cette dramatique, était Claude Barma, qui était un des grands de la télé, bien qu'ils ont disparu maintenant depuis longtemps, et toujours un des grands de la télé. Oui. Et il s'avère que c'est le côté miraculeux des choses. On s'est estimé l'un et l'autre tout de suite. Il a vu mon boulot et résultat, on a travaillé 20 ans ensemble. Donc mon stage a duré 20 ans. C'est un long stage alors. Voilà. Et j'ai été son assistant, puis son premier assistant, puis son producteur, et puis son producteur... un peu chargé de programme après quand on a créé Antenne 2 avec Marcel Julien un peu plus tard, quelques années plus tard. Et voilà, et j'ai jamais quitté la maison avec toutes les perspectives que ça a pris. Le phénomène que l'ORTF est né, qu'après l'ORTF, il y a eu la création, heureusement, de ce qui était TF1, Antenne 2, France 3, quand on a cassé l'ORTF, ce qui était nécessaire, on s'était beaucoup battu pour ça, à partir de 1975. Et là, je suis devenu responsable de programme pour Antenne 2, parce que je connaissais bien le président, qui était Marcel Julien. On avait écrit beaucoup de scénars ensemble, et depuis des années, on avait fait beaucoup de téléfilms. Et donc voilà, j'ai continué comme ça jusqu'à, je ne vais même pas dire jusqu'à la retraite, parce qu'en fin de compte, bien qu'étant un peu à la retraite, je travaille toujours.
Et vous avez touché un peu à tout finalement, les séries, le cinéma, le théâtre, J'ai surtout touché, les documentaires. moins les documentaires, mais Ouais. principalement ce qu'on appelait à l'époque les dramatiques, c'est-à-dire des fictions. Mhm. Et puis le théâtre, parce que la manière dont on tournait à l'époque était très théâtrale. On tournait d'abord beaucoup en studio. Et puis après, j'ai réussi à faire partie de ceux qui ont détaché le théâtre réellement pour faire une unité spéciale de théâtre que j'ai fait aussi bien pour la 2 que pour la 3. Et, euh, et voilà, et puis derrière, principalement, moi je me suis beaucoup intéressé au phénomène. J'ai organisé les premiers tournages de séries à l'étranger. On a été courir un peu à travers le monde, dans le genre de la série des Globetrotters avec Régnier et Edouard Mix, ce genre de choses. Et on a démontré qu'on pouvait tourner partout. Et puis moi, j'étais très attaché à une chose, j'étais fasciné par la vidéo. La vidéo n'existait pratiquement pas à l'époque, c'était les prémices des choses. Et, euh, et on tournait à la télévision dans les années 66, 67. Tout le monde tournait en film, puisqu'on faisait même les reportages pour le journal télévisé avec une paille Bolex 16 mm qu'on remontait avec un ressort pour faire des sujets de 2 minutes ou 3 minutes. Mhm. Et moi, je me suis toujours attaché au phénomène disant l'avenir de la télévision, c'est la vidéo. Mhm. Et la première grande chose que l'on peut mettre en place, que aussi j'ai réussi à convaincre Barma qu'on le fasse comme ça, contre l'avis de la direction générale à l'époque de l'ERTF. Et on a fait ce qui a été une des premiers gros morceaux et une des premières vraies fictions faites en vidéo, qui était Les Rois Maudits. D'accord. Donc, Les Rois Maudits, ça a été. Au départ, l'inquiétude était de dire mais t'es fou de faire ça en studio, hein. Ça va être une folie. Même Barma était pour, mais enfin, on se disait est-ce qu'on va réussir, est-ce que... Et la vidéo était très lourde à l'époque, hein. On était sur des montages qui... Le montage électronique n'existait pas encore, Oui. hein. On avait... Et puis on tournait d'abord avec 4 grosses caméras sur 2 plateaux au but de Chaumont. Et peu à peu, on a réduit le modèle de caméra. On a commencé à travailler différemment avec les acteurs. Et ce qui a été merveilleux, alors par exemple, je te cite Le Roi Maudit parce que d'abord c'est curieux, vous connaissez l'auteur, c'était Maurice Druon. Et il s'avère que Les Rois Maudits ont beaucoup plu au président de la République de l'époque, qui était Georges Pompidou, et que ça a fait que Pompidou a nommé un ministre de la Culture, Maurice Druon. Mhm. La télévision a créé pour la première fois un ministre de la Culture. Ouais, donc elle Ce a influencé finalement la politique et complè- la société pour de bon en fait. Complètement, Ouais. complètement. Et ce qui m'a fait, moi, rentrer, grâce à Maurice Druon d'ailleurs, dans le monde politique pour l'audiovisuel. Je me demandais justement ce que vous pensiez du cinéma actuel, du regard des scénaristes, des producteurs, de la télévision, avec ce recul que vous avez. Qu'est-ce que vous en pensez alors? Bah, c'est-à-dire que le cinéma actuel 2023, on sort des 2 années où d'abord les cinémas ont été fermés à cause du Covid, et que les gens ont pris des habitudes de ne plus sortir. Ouais. Énormément de gens, pour avoir une distraction, ont acheté des écrans de plus en plus grands, et les plateformes de ciné en ont profité pour faire plus de programmes. Ça change la donne tout ça justement. Ça change Qu'est-ce que vous complètement en la donne. pensez vous? Est-ce que vous pensez que c'est une marche entendable de la modernité Je ou trouve que c'est qu'est-ce qu'on y abandonné. gagne, qu'est-ce qu'on y perd qu'est-ce que... Je pense surtout que c'est abandonner une forme de cinéma, surtout une forme d'écriture. Oui, parce que par rapport à l'image que vous donniez tout à l'heure, je le trouvais jolie, où on était plusieurs massés devant une vitrine dans la rue à regarder derrière les vitrines ensemble la télévision. Vous parlez du numérique, des télévisions, donc d'individus qui restent chez eux en fait, qui se Ben, réuniraient moins quoi.
Oui, parce que les gens, on les a cloîtrés chez eux. Hein. Le confinement, on n'avait pas le choix. De toute façon, vous comme moi, Ouais. on est restés. Et puis les gens ont pris des habitudes. Ils ont pris d'une part l'habitude d'avoir une grande image, et on n'a jamais vendu autant de postes avec des écrans qui font, enfin de postes, d'écrans qui font 2 mètres carrés ou 2 mètres carrés 50, avec des conditions techniques de réception absolument parfaites. Et puis surtout, les plateformes, que ce soit Netflix ou Disney ou différentes, subitement avec tel catalogue, ont proposé tellement de programmes différents que les gens n'étaient plus tributaires de ce qui allait sortir le mercredi. Oui, et puis je me dis que c'est un rapport qui est différent, c'est-à-dire que aller voir un film à 14h30 le samedi dans mon salon tout seul, c'est pas la même chose que d'attendre 21h parce que c'est l'heure de la diffusion au cinéma et qui implique que je me déplace et que je partage dans une même salle avec d'autres personnes un spectacle commun. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus la même chose, le rapport à la... enfin, je veux dire, on est sur un catalogue à la demande et qui n'implique plus le collectif de la même manière. Vous voyez, tout ça, je me dis que ça change beaucoup de choses. Par contre, le phénomène, le côté de la sortie hebdomadaire ou mensuelle pour aller au cinéma, en famille ou avec sa maîtresse ou son amant ou ses enfants, il y avait un côté sympathique qui était... La fidélité n'a plus la même saveur aujourd'hui, ça j'entends. Alors, c'est beaucoup moindre. Il y a à l'intérieur de... Moi, c'est surtout je suis très déçu de ce qui est proposé comme film. D'abord, les derniers films qui n'étaient pas distribués au moment du confinement, du coup, les distributeurs les ont vendus aux plateformes. Ouais. Donc ces films, qui étaient les derniers conçus pour le cinéma, ont été vus en priorité sur les plateformes. Oui, puis on est bien d'accord que si je tourne pour que ce soit diffusé dans un salon sur une plateforme numérique ou dans un cinéma, peut-être que je ne conçois pas les choses de la même manière. On n'écrit pas de la même façon. D'abord, on s'aperçoit, regardez ce qui marche. Prenons Netflix, par exemple, par rapport à ce qu'ils proposent et ce qu'ils lancent en production. Ils lancent des productions qui sont qui sont plus longues. Et là, on pourrait dire que quand on tournait un film, on était dans la rigueur du 90 minutes à peu près. Un film, ça dure 1h30, 1h40, 1h45. Alors que subitement, mis en production par une plateforme, si les réalisateurs et les auteurs et le producteur veulent faire 3 heures ou 3h30 ou 4 heures, on va les laisser faire. Ouais. Et on va automatiquement écrire plus de scènes, on va mettre plus de plans de passage, de plans de situation, on va laisser les acteurs dans un autre type de rapport avec le sujet. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui a fait à la télévision l'apport. Pourquoi les grandes séries ont subitement beaucoup marché à la télé. Je reviens sur l'histoire des Rois Maudits, où initialement les Rois Maudits, il y a 6 romans, on devait faire 6 fois 1h30. Ouais. Et puis en fin de compte, on a fait plus de 12h30 avec les 6 films, parce que on a su donner on a repris le corps complet, la chair, si on peut dire, à travers le verbe et à travers les situations, qui n'auraient certainement pas été prises au cinéma. Et ce qui a été un peu, à mon avis, quand la deuxième version a été faite 15 ans plus tard par une autre réalisatrice, c'est ce qui était moins bon, c'est ce qu'il y avait plus cette chair. Après, si on repart de ce que vous disiez sur les plateformes numériques, j'entends, mais en même temps, on sait aussi que les tarifs cinéma sont moyennement attractifs. On se rend compte qu'il y a une augmentation, mais apparemment, officiellement, elle serait moins élevée que l'inflation. Maintenant, moi, je me suis renseigné. Si vous prenez une place de cinéma au Pâté Alésia à Paris, classique, c'est 15,50 €. Ouais, c'est plus cher qu'un DVD. Mais c'est de la folie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les cinémas tablaient sur la fidélité avec des cartes qui font qu'en utilisant une carte d'abonnement avec un temps un peu trop réduit la plupart du temps, vous avez une place de cinéma à un tarif qui peut être raisonnable. Mais si vous venez de temps en temps au cinéma, il faut avoir beaucoup d'argent. Et puis en plus, si vous voulez... Et donc ça pousse à aller vers les plateformes en même temps. Par contre, d'une part... mais avec... C'est l'accès à la culture qui change, vous voyez ce que je veux dire ? Le côté joyeux que
Moi, petit garçon, j'ai connu avec mes parents, on allait généralement, je ne sais plus, un jour par semaine, un Ouais, soir par semaine, on regardait le film qui allait sortir et on allait le voir, mais c'est devenu un luxe on maintenant. n'avait que la place de cinéma, Ouais. qui à l'époque était aux alentours de 3 francs ou 3 francs 50, Hmm, 4 francs, il y avait un Esquimau qui coûtait 1 franc, bah oui. euh, et, euh, et la soirée, c'était ça. Aujourd'hui, si vous mettez un père de famille, une mère de famille ou une mère célibataire qui va au cinéma avec 2 enfants, entre sortir la voiture, parce que pour rentrer, il n'y a plus de bus, il n'y a plus rien, donc il faut sortir la voiture. Il y a la place de parking et il y a les 10, 12, 14 euros de place un peu moins cher s'il y a des enfants en bas âge, mais quand même ça. Il y a l'Esquimau qui est devenu maintenant Et c'est-à-dire il faut récupérer de l'argent sur tout, et je suis en train de me dire quelque chose auquel j'avais pas réalisé, enfin que je n'avais pas réalisé au départ, c'est que finalement le cinéma était accessible pour toutes les couches sociales. plus Maintenant, maintenant, c'est plus le cas. plus du Et tout. la télévision à votre époque, bah, pour avoir une télé, il fallait être riche. Et maintenant, avec 20 balles, vous avez un abonnement sur une plateforme numérique. Donc finalement, ça s'est inversé. Alors, C'est-à-dire attendez, que... d'accord, il faut 20 balles pour l'abonnement. Oui, Cela dit, regardez, vous aviez le côté, et un côté que je trouve très marrant, qui était très bien, qui était une très bonne idée de Netflix. Et moi, je revends mes anciens films à ah Netflix oui, à un moment, voilà. Mais c'était très bien parce qu'en plus, vous pouviez passer votre code à quelqu'un et vous pouviez le donner à un c'est fini ami. ça, je crois. Alors, pour l'Europe, pas encore. C'est D'accord, fini aux États-Unis. d'accord. En Angleterre, c'est en train Mais de se comme les terminer. États-Unis, c'est toujours l'avenir de la France, je pense que... Ouais, ici, à mon avis, ça va toucher beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont un abonnement Netflix. Moi, j'en ai un, c'est 17 euros par mois. Comme Canal+, à une époque, enfin maintenant, on va plus pouvoir se refiler les trucs. Voilà, exactement. Plus de collectif. Ouais. Canal+, il y avait en plus, il y avait le côté des faux, Oui, oui, les faux décodeurs, voilà. donc, qui étaient bricolés. Ça me rajeunit pas. Alors que Netflix, ils ont l'air de vouloir. Alors, ils produisent tellement que c'est sûr qu'ils ont besoin d'argent, mais par contre, quand on prend le nombre d'abonnés qu'ils ont, c'est assez considérable. Ouais. Sur le monde entier, c'est considérable. Ouais, mais je sais pas si en termes de stratégie, ça durera. Après, c'est comme peut-être pour le cinéma. Bon, en tout cas, j'avais une question aussi à vous poser, un peu particulière. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir répondre, mais c'est ça qui est intéressant. Euh, Selon vous, c'est quoi les qualités et les défauts d'un metteur en scène, en fait? Un vaste programme. Et puis, est-ce que c'est un métier qui s'apprend, metteur en scène? Non. Mais c'est une question, sincèrement, qui me vient Non. depuis quelque temps. Non, je vais vous dire. Ouais. C'est Dites-moi. une vocation. C'est une vocation parce que vous l'avez. D'ailleurs, on se rend compte du problème. Que vous ayez fait l'INSAS à Bruxelles ou les écoles l'IDEC qui existaient, quoi que ce soit, c'est pas ça qui va vous donner le talent pour le faire. C'est quoi Et, alors? mais c'est Est-ce quelque que c'est chose. simplement un œil Mais qu'on a ou qu'on n'a pas? moi, par exemple, j'ai formé des assistants que j'ai formés, Mhm. je pourrais en citer plusieurs, qui aujourd'hui sont devenus de très bons réalisateurs, mais j'ai senti dès le départ qu'ils avaient cette capacité-là. Ils avaient la capacité de réflexion et d'écoute, et puis l'envie de transcrire quelque chose. Parce que ce qui est intéressant quand on fait de la mise en scène, et là j'ai travaillé vraiment avec beaucoup d'acteurs, dont des acteurs qui étaient metteurs en scène, Ouais. en plus, en complément, et de leur fonction de comédien. Et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs quand on commence à mettre des noms, ou qu'on se dit oh putain, en lisant ce texte, ça serait pour un tel. Ouais. On en discute avec l'acteur. Parfois, il est même étonné qu'on lui propose, et ou il refuse, ou subitement il dit tiens, c'est une opportunité, et on pourrait le faire. Et il y a cette possibilité, si vous voulez, que quand vous allez commencer à donner des indications, et parfois ne pas trop en donner, mais
pour placer entre l'histoire, le personnage et le résultat que vous voulez, qui vont toucher le spectateur qui va le voir, c'est pas une chose qui se voit. Il faudrait être le plus grand psychologue du monde, le meilleur psychiatre. Mais je me suis demandé ça justement, si ça ne demandait pas d'avoir je vais reprendre le titre d'un film, c'est assez simple, mais c'est quelque chose qui me revient souvent comme expression, le goût des autres. Sentir que cet habit, ce personnage, il serait bien avec tel homme ou telle femme. Et parfois, on est le seul à avoir eu l'idée. Moi, ça m'est arrivé de proposer à des comédiens un rôle qui me disaient « mais je ne me vois pas, tu crois, je ne peux pas ». C'est-à-dire que vous sentez que ça va convenir, cet habit va convenir, même si c'est incongru. Et ça va convenir, il faut faire très attention. Dans l'ensemble aussi, ça va convenir suivant les autres les autres comédiens que l'on va mettre à côté. L'ensemble et le lieu où on va tourner et la manière dont on va tourner. Ça joue énormément. C'est un film, ou encore plus une série de télé, c'est pas un acteur, c'est plusieurs acteurs, mais c'est aussi l'histoire que l'on raconte, c'est aussi la situation dans laquelle on le met, et le lieu dans lequel on tourne, vous voyez, et comment on va le faire, et incidemment, comment on va le monter derrière. Parce que la part de montage est extrêmement importante sur un film, il ne faut pas l'oublier, on a un peu tendance à oublier ça, et les grandes qualités. Moi, je connais des grands monteurs, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision, et des grandes monteuses qui étaient une vraie complémentarité artistique du film. Oui, et puis j'imagine qu'entre le monteur et le metteur en scène, il faut qu'il y ait quelque chose c'est une communion, parce que sinon c'est pas possible. C'est une communion totale tout le temps. Vous passez d'abord le montage, c'est 12 heures par jour, et c'est une période longue, et puis parfois on n'est pas d'accord. Et puis souvent, le monteur ou la monteuse vous sauve des trucs sur une chose qu'on avait anticipée et qu'on a abandonnée aussi. Et c'est un point dont il faut se méfier aussi comme metteur en scène. Je dirais plus comme directeur d'acteur, je préfère le mot d'ailleurs. Que metteur en scène, directeur d'acteur. Oui, moi je pense que j'aime mieux directeur d'acteur. Mais c'est des acteurs que vous dirigez vraiment Ça serait pas réducteur, ça, directeur d'acteur? Non, parce que c'est une façon... dirige aussi une scène. Une façon de... C'est comme vous êtes architecte. Ouais. C'est ça. Alors que metteur en scène, ça voudrait dire tout impliqué, alors que comme réalisateur, vous dirigez, vous savez, vous avez une part très importante qui est la déco, par exemple. Qui est vraiment un élément essentiel de votre film. Vous avez toute la partie costume, qui, alors, sur des films modernes, et puis comme il n'y a souvent pas beaucoup d'argent, c'est pas la portion congrue, mais c'est extrêmement important. Et puis un style à donner. Et puis l'autre point important, c'est la manière technique dont vous allez tourner. Avec quel type de matériel, parce que ça implique une implication, sur le budget, parce que le matériel, il faut le louer et c'est pas donné. Et puis sur la post-production, j'imagine. Comment ? Sur la post-production, j'imagine qu'il faut avoir un... Et après, il y a la post-production. Mais la manière dont vous allez... Le type de matériel avec lequel vous allez tourner, il a un coût budgétaire. Donc parfois, il faut aussi utiliser un certain type de matériel qui sert le film sans desservir le budget. Et vous avez le phénomène, il faut prendre un principe qui coûte relativement cher, ça a diminué, mais il coûte cher, c'est le type d'éclairage que vous allez faire, avec quel type de matériel. Et puis derrière, savoir aussi comment vous allez le monter, votre film. C'est vraiment, moi j'aime beaucoup une chose, c'est l'avantage qu'au bout de 10 jours de film, généralement la monteuse commence. Je dis la monteuse parce que j'aime beaucoup travailler avec les femmes, et moi j'adore mes monteuses, ont un regard, elles ont un vrai sens des choses. Les monteurs j'ai eu de très bons monteurs, de remarquables monteurs d'ailleurs, qui m'ont aussi participé à apprendre le métier. Mais je dois dire que mes meilleurs moments de possession du moyen pour faire un bon film, c'est aussi le partage avec sa monteuse. Ouais. D'abord parce qu'il n'y a pas d'horaire, on fait ce qu'on veut, on est tout seul. On est à deux à bosser 10-12 heures, parfois 15 heures par jour,
pour avoir une finalité, parfois en s'engueulant, parfois en se congratulant. J'espère, avec des émotions, quoi. Et voilà, où ça vient, où le jus monte Ouais. et subitement on se rend compte de ce qu'on fait. Je me dis que ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur, on va dire, entre les années 80, où vous avez pu faire un tournage de Maigret à Tucson ou à New York, et les années 2020. Qu'est-ce qui serait différent, en fait, si vous étiez amené à voir ce projet aujourd'hui? Mais on peut Le pas. budget serait différent. On Ça se peut compare pas. pas, vous allez me dire. Je On me peut. doute. Alors je vais vous dire, là, je vous réponds de façon très simple. Vous citez Maigret. Ouais. Les Maigret, j'ai participé au montage de la première série, la seule vraie grande série, celle avec Jean Richard, qu'on avait conçue avec Barma en 66. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, pour avoir rencontré Simon, ce qui était quand même extrêmement important, et avoir discuté avec, c'était aussi le phénomène. Dans un Maigret, c'est complètement intemporel. Maigret, Simon, c'est le même personnage. Ouais. Et ce qui intéressait Simon, c'est l'homme. C'est son comportement, sa façon de Sa penser. psychologie, sa façon d'être, Ouais, son rapport au voilà, monde. on parlait de psychiatre tout à l'heure, Ouais. voilà, et de psychologue, Ouais. et c'est exactement ça. Et d'ailleurs, on a fait de la première série, on en a quand même tourné 97, j'étais premier assistant sur le premier en octobre 66, et j'en ai réalisé beaucoup, et j'ai fait le dernier qui était Maigret à New York, que je m'étais toujours gardé, parce que j'aime beaucoup New York et je connais bien la ville, et je tenais à le faire et j'aimais beaucoup le roman. Et on l'a fait au mois de septembre 89. D'ailleurs, le côté un peu terrible, 3 jours avant le début du tournage, à la mi-septembre 89, Georges Simenon est mort. C'était donc il y avait, vous voyez, il y avait un peu cette chose. Mais et l'instruction qu'on donnait aux réalisateurs, il y en a quand même sur les 97, on a été quand même un certain nombre de réalisateurs à en faire, et c'était surtout de ne pas marquer l'époque, jamais, ni trop le lieu. Et moi j'ai même fait une chose, il y a beaucoup de Maigret qui se passaient à Paris, que j'ai emmené en province. Ouais. Parce que je retrouvais en province un climat qui était en fin de compte le Paris bourgeois des années 40 ou 37 ou 50. Je me donne l'exemple, par exemple, dans Maigret se trompe, par exemple, où tout se passe dans un quartier de Paris. Je l'ai emmené dans une grande ville de province qui était Nancy en l'occurrence. Ouais. Parce que j'ai retrouvé ce côté bourgeois. Je connais bien Nancy. J'ai retrouvé le côté bourgeois de Nancy, des maisons, le truc avec en plus une architecture qui était belle. Et l'architecture, on passait dedans, c'était des plans de Maigret qui passaient à pied. Comme on disait toujours au Réal, ne montrez jamais. On prenait les voitures, on les filmait de derrière ou de côté, de façon à ne pas marquer l'époque. Et quand on les revoit aujourd'hui, ils sont toujours vendus, distribués sur des chaînes et ils sont toujours à l'étranger. Et bien justement, on n'a jamais marqué l'époque. Donc, si on tourne, quand j'ai fait celui de Tucson dans Maigret en Arizona, qui initialement s'appelle Maigret chez le coroner, ou Maigret à New York, qui lui s'appelle Maigret à New York, il n'y a pas de... L'empreinte de l'époque 1980 n'est pas marquée, si vous voulez. Et il ne faut pas le marquer. Et il y a des films, je crois, il ne faut absolument pas les marquer au niveau de ce qui est devenu le temps. Parce que on ne raconte que ce que des individus, des êtres humains, rencontrent à travers un crime, à travers une tromperie, à travers... mais on reste dans le cadre de l'esprit humain tel qu'il est. Je vais reprendre une citation de votre ami Laurent Terzieff qui disait « Faire du théâtre, c'est se mettre à l'écoute du monde pour en être la caisse de résonance ». J'ai une question qui me chatouille beaucoup, ou qui me gratouille, comme dirait Le Croix-Jouvet. Pensez-vous que la mise en scène a toujours du sens en 2023 ? Je pense que les gens sont plus dans la même temporalité, dans les mêmes attentes, tout le monde filme.
on filme des choses fausses. Oui, beaucoup même. Tout le monde peut capter de l'image, tout le monde peut la montrer. Est-ce que vous pensez donc que la mise en scène, elle a toujours du sens en 2023 ? Est-ce que ça fait toujours le même écho pour vous, en fait ? Ben, moi, je crois que dans la narration du scénario que l'on a, oui, je crois que ça compte. Cette mise en scène, elle compte. Elle comptera toujours. En fin de compte. Encore faut-il reconnaître la qualité aussi d'un travail. Si on peut se satisfaire de tout enregistrement et dans les overdoses qu'on peut avoir médiatiques. Mais vous savez, moi, je pense que je suis prêt à une formation gréco-latine pour mes langues étrangères et les études que j'ai faites. Et en fin de compte, quel différence y a-t-il entre le théâtre d'Ésope et aujourd'hui? Ça fait 4000 ans que des comédiens, des auteurs écrivent, que des comédiens jouent, et on raconte des histoires qui sont des histoires humaines, en fin de compte. Et c'est ça qui est important. Moi, je crois qu'on a évolué sur la manière dont on racontait. Dans les grandes inventions, c'était quand même le XVIIe siècle, avec Molière, La Fontaine, Montesquieu, oui, toute cette bande d'auteurs qui subitement ont mis, je veux dire, un peu plus dans le goût du jour. Mais tout est toujours à raconter, et qu'on soit en 2023 ou qu'on soit en 2002 avant Jésus-Christ, je crois qu'on raconte les mêmes choses. On raconte les hommes, on raconte ce que traversent les hommes. Alors le côté merveilleux du théâtre grec, c'est les auteurs mêlaient le rapport des dieux et des hommes, mais c'était les problèmes humains qui étaient racontés. Et là, ce côté narratif, il existe toujours. Et le jeu de la mise en scène, c'était abrupt, c'était une chose plus directe comme ça sur la scène dans un cirque. Mais il y avait ce côté superbe de toujours raconter. Et nous racontons toujours la même chose. C'est pas faux. C'est exactement ça à quoi j'étais en train de penser. Je vais aller sur une dernière question. Stéphane Bertin, selon vous, alors où va le monde ? Bah, écoutez, aujourd'hui, en mars 2023, si c'est le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, enfin, surtout notre génération, enfin, vous êtes encore assez jeune, mais notre génération, qui est la génération de l'après-guerre, moi j'ai l'impression qu'on a un peu... D'abord parce qu'il y a eu les destructions de la guerre qu'on n'a pas connues, une guerre qu'on n'a pas connue directement, mais on est né juste au moment où elle a fini. Et il y a cette façon dont on a traité le monde. On a profité de tout. D'abord, on dit qu'on est la génération privilégiée, ouais. Que ce soit pour le travail, pour l'argent, pour la technologie, pour tout. Et on a un peu, nos parents bossaient pour nous faire travailler, pour qu'on puisse avoir un monde meilleur, puisque vous parlez de monde. On a su se le donner, et je crois qu'on en a peut-être un peu trop profité. Et je crois qu'on parle beaucoup d'écologie aujourd'hui, mais on ne l'a pas respecté suffisamment. Quand on voit le problème, vous dites où va le monde, on a le problème de l'eau aujourd'hui. C'est quand même dramatique qu'on ait eu ce gaspillage. Vous prenez l'exemple de la France, on est, je crois, avec les États-Unis, le pays au monde où il y a le plus de piscines. Il fallait bien se douter, en construisant des centaines de milliers de piscines, qu'il allait falloir les remplir. Et on les remplissait quoi ? Avec de l'eau douce, en pensant qu'elle serait éternelle. Ah non, elle n'est pas éternelle. Donc, et c'est comme ça pour tout. On détruit des champs entiers pour construire des centres commerciaux, et puis on s'aperçoit qu'on bouffe des légumes merdiques parce qu'il n'y a plus assez de terre pour les mettre, pour les faire pousser. Et comme on a poussé, regardez, c'est absolument incroyable, le phénomène, dans les phénomènes de campagne, où on a poussé l'élevage dans des conditions, en ayant des élevages de centaines de milliers de bêtes,
comme on l'a fait dans les terres des États-Unis, mais qui sont considérables. Et ici, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a beaucoup trop d'animaux, que ça coûte trop cher à nourrir, qu'on va acheter du soja au Brésil qui fait pour les faire bouffer. Résultat, la viande est moins bonne, elle coûte plus cher, les gens peuvent même plus l'acheter. On est en période de disette quand même financière avec cette inflation. Et voilà où va le monde, voilà où on l'a emmené pour cette partie-là. Maintenant, si c'est pour le théâtre et le cinéma et le côté un peu privilégié de nos métiers, où il va, je pense qu'il continue avec des créations que de bons auteurs et de bons acteurs et de bons metteurs en scène mettront en scène aussi pour distraire nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Écoutez Stéphane Bertin, je vous remercie pour vos réponses et je pense que vous avez interrogé un peu la cohérence de la mise en scène mondiale dans votre réponse et je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Bah, il n'y a plus qu'à brancher le micro. Coupé.